Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. L'équipe des GG, de retour avec Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bien, on s'intéresse évidemment à l'actualité dans cette émission. On parle de cette collaboration. Mais d'abord, Tamba nous a réjoui évidemment, toujours en retard. Bonjour mon cher Tamba et bienvenue. Non Lamine, il faut quand même reconnaître que j'ai changé depuis un moment. Bien. Ahmed Kamara est là également. Allez, bonjour Oustage. Bonjour Lamine. Comment il a vu ce matin? Bienvenue mon cher Ahmed. Je suis en Expo. En Expo? Non, en Expo. En Expo. Dubaï Expo. Ouais. Ok, Dubaï Expo. En mode Dubaï Expo. D'accord, oui. La Guinée doit être représentée d'ailleurs. Oui, évidemment. Pourquoi vous ne montrez pas à l'antenne, Ahmed? Voilà. Allez. Non, me voit. Je sais pas trop qui a la réalisation ce matin, mais c'est juste bizarre. Allez, on s'intéresse évidemment, Jacques, à qu'est-ce que tu veux dire? Bah non, on s'en va sur nos... La collaboration avec Eboumaf, mal à point. Enfin, c'est une collaboration que l'on va aborder certainement dans la deuxième partie de cette émission. Enfin, tous les Guinéens ont pu le percevoir. Mais Lamine, ouais. Moi je voulais quand même souligner une chose. C'est une préoccupation. Et c'est pas que le seul cas. Moussa nous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est un peu dans le cadre des législatives dernières. Vous savez que l'institution en charge de l'organisation des élections en Guinée, depuis plusieurs années maintenant, ça s'appelle la CENI. C'est la Commission électorale nationale indépendante. Et dans le cadre de l'organisation de chaque élection, il y a des frais qui sont engagés, il y a des prestataires de services qui sont engagés, notamment dans le cadre de l'approvisionnement, dans le cadre de la logistique, mais aussi dans le cadre de la communication. Pas mal d'outils. Vous savez que le code électoral est édité, il est multiplié, reproduit et donc diffusé à plusieurs endroits. Oui. Et donc dans le cadre de ces prestations de services qui tendent tous vers l'organisation de l'élection, je parle encore une fois des dernières législatives avec la législature qui s'est installée. Il y a cette dame dont Moussa va nous parler tout à l'heure avec tous les éléments, qui a été approchée dans le cadre de la confection d'éléments communicationnels, Moussa Moïse. Oui, c'est bien cela. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, les élections dans un pays, en tout cas pour le cas de la Guinée, ce sont des scrutins qui sont toujours coûteux pour le peuple de Guinée, qui coûtent énormément cher, surtout à l'époque. Vous savez, le président a mis en avant une question de souveraineté au regard de toutes les tergiversations qu'il y avait et à l'interne et à l'international sur le financement de ces élections. Il avait décidé que tout cela se déroule donc sur le budget national de développement. Oui. Vous savez, toute la saignée que cela a causé, parce qu'après, aujourd'hui, nous continuons encore de payer les retombées, entre guillemets, de ce passage en force pour le financement de ces élections, parce que le montant, je ne l'ai pas maintenant en tête, mais ça a coûté des milliards de francs guinéens. Et donc, dans ce passage forcé, vous imaginez, avec tout l'argent qui était prévu, décaissé pour le financement des élections, la partie qui concerne bien entendu la présidence à la tête de la CENI tenue par Kébé, paix à son âme, eh bien, une dame du nom ayant l'entreprise, propriétaire de l'entreprise établissement Mama Diallo, va donc avoir un contrat avec la Commission électorale nationale indépendante pour ces élections législatives. Donc, le département information, communication et sensibilisation va donc sceller avec cette dame ce contrat qui portait par exemple sur une quantité de 10 000 casquettes pour les élections législatives, 10 000 t-shirts pour les élections législatives et confection également d'autres t-shirts au nombre de 10 000 toujours, qui vont être toujours contractés avec la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, le travail sera fait, rendu à la Commission électorale nationale indépendante. Elle va par exemple au niveau des t-shirts pour les élections législatives faire l'unité à 50 000 francs guinéens. Il faut dire que c'est une dame qui vit à l'étranger. Elle a réuni la petite économie, parce que j'ai échangé avec elle. J'ai demandé à Tamba d'ailleurs qu'elle intervienne pour
nous exprimer tout son cri de cœur. Elle a réuni son économie. Tout le monde sait que les gens qui sont à l'étranger, nos diasporas, ils font du jossi, entre guillemets, quelquefois. Ce sont des baramoro. Ils se battent au jour le jour pour gagner un peu d'argent. Il n'y a pas véritablement de riches parmi eux. Donc, elle réunit son économie. Elle décide de venir tenter sa chance. Elle a ce contrat. Elle préfinance tout. Les Donc, grandes gueules. elle investit, elle facture l'unité de t-shirt à 50 000 francs guinéens, ce qui fera au niveau des t-shirts 500 millions de francs guinéens. Elle fait la même chose au niveau donc des casquettes et elle émet la facture globale qui a été signée donc au niveau du département communication de la Commission électorale nationale indépendante pour une facture totale ici qui donne près de 900 millions de francs guinéens parce qu'il s'agit des casquettes et des t-shirts. Donc 500 millions plus 400 millions de francs guinéens. Eh bien, depuis cette date, vous imaginez la signature du contrat le 24 janvier 2020, jusque maintenant, la dame n'a pas reçu un seul copec. Un seul copec. Ben, Elle a passé le contrat avec la CENI. La CENI, bien sûr, la CENI. Ouais. Donc, je me pose des questions. La CENI de Québec. Voilà, la CENI Québec. version Québec. Alors, je me pose des questions. Il y a quand même, des endroits où on ne peut pas parler de fournisseurs non payés. Oui. Par la CENI, en tout cas, qui est connue pour être une institution budgétivore et qui passe des contrats. Exactement, tout est payé. C'est-à-dire que si vous ratez un seul copec, vous ratez de payer un seul copec à la CENI, les retombées peuvent être graves. Donc, cette dame, elle n'a pas assez d'argent. Le peu qu'elle a eu, elle a pu avoir donc mettre cet argent pour confectionner tout ça. Non, pas encore, elle court derrière son argent. Oui, Lamine, c'est quand même, c'est les petits gens, il faut se mettre un peu à leur place, quoi. C'est les vrais gens, ça. Non, non, mais je pose la question. Oui, pourquoi tu t'énerves? elle n'a pas porté Mais plainte. si, mais je pense que la première des choses d'abord, c'est de porter plainte. Non, Lamine, ça dépend. Il y a tellement de cas sur lesquels vous avez de l'espoir. Vous vous dites que ça va marcher, vous ne portez pas plainte. Donc je pense que c'est le bon moment, puisque l'administration est une continuité, c'est le bon moment que la version, la CENI, si c'est... Ah non, mais elle n'est plus en place, là. Voilà, bon. Il faut revoir le cas de cette dame. Et ça ne peut pas rester comme ça. Mais... On a porté ces casquettes-là et ces t-shirts. Le mandat, il est passé, le troisième, même si c'est la grandes gueules. Il faut payer cette dame. Voilà. Bien. Allez, on va évoluer évidemment, mes chers amis, avec cet autre sujet. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, moi, c'est un peu l'ambiance de Conakry qui nous a marqué ce week-end. On a eu un week-end assez long pour ceux qui ont pu suivre la célébration des 63 ans de l'indépendance de la Guinée. On a pu constater une ferveur qui avait manqué aux Guinéens depuis des années. Lamine, on était à distance, on a tous vu ce déferlement de Guinéens dans les rues de Conakry et même à l'intérieur du pays. J'ai eu l'impression que les Guinéens étaient déchaînés. On avait coupé les cordes de personnes qui étaient en prison. On a vu des Guinéens qui, il y a pratiquement 10 ans, ne se retrouvaient pas pour fêter de la sorte, qui, comme un seul homme, ont tenu à célébrer leur fête d'indépendance. Bien avant cette célébration, je l'ai dit dans ce studio, que cet anniversaire appartient à tous les Guinéens. J'ai dit ici que tous les Guinéens doivent se sentir concernés par la fête parce que ça n'a pas de couleur. La seule couleur que cette fête devait avoir, c'est celle du rouge, jaune, vert. Et je crois que ce 2 octobre, tout le monde a été témoin de cela. On a tous suivi comment les Guinéens se sont sentis fiers d'appartenir à ce pays. Et je me dis une chose. L'une des questions que je me suis posée sur les raisons de cet engouement suscité par cette fête de l'indépendance, c'était que pourquoi est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, il n'y a pas eu une telle célébration, il n'y a pas eu une telle joie de Guinéens unis comme un seul homme pour célébrer la fête de l'indépendance. J'ai déduit en disant que les autorités à l'époque, j'ai eu comme l'impression qu'ils ont expressément empêché les Guinéens de célébrer ces festivités. C'était bien de délocaliser les fêtes, de faire une fête tournante pour permettre à ce que les villes de l'intérieur du pays aient des édifices et tout cela. Mais cela n'empêche pas les Guinéens de célébrer leur anniversaire. Sauf que dans les célébrations qui se faisaient, c'était devenu une célébration aux couleurs jaunes. On avait confisqué le 2 octobre pour en faire une fête d'un parti politique. C'est le constat que j'ai eu à faire. Lorsque le premier événement a eu lieu à Bokeh, on a tous suivi
la plupart de ceux qui ont été à cette festivité là, étaient des militants du RPG qui sont venus avec des t-shirts aux couleurs d'Alpha Condé, des t-shirts aux couleurs du RPG pour célébrer. Il y a eu de l'exclusion dans la célébration des fêtes d'indépendance. Et donc, pour moi, ce ne sont pas les citoyens qui ont été à la base de cela, ce sont les autorités elles-mêmes qui ont encouragé de telles pratiques. Parce qu'à l'époque, les fêtes se faisaient à la place des martyrs, et lorsque la gerbe de fleurs est déposée, tout s'arrête là. Il n'y a plus d'autres événements ailleurs, ni à Conakry, ni dans les autres villes. Mais ce qui s'est passé le week-end à Conakry, ce qui s'est passé le 2 octobre, j'ai vu Doumbouya quitter la place des martyrs, parcourir des distances, des kilomètres, pour prendre part aux festivités avec les populations. On a senti de la ferveur, une certaine confiance qui est née entre population et autorité. Je me dis que cela a manqué aux Guinéens, et à mon avis, la réconciliation n'est pas loin. Le vivre ensemble tel qu'on l'a souhaité est encore, mais c'est encore possible. Bien. Au regard de ce que j'ai vu avant-hier. Ce que j'ai vu a démontré que les Guinéens peuvent, comme un seul homme, se retrouver et parler d'une seule voix. Et ce que j'ai vu là, durant de longues heures, jusque tard la nuit, il y avait des embouteillages à Conakry. Les t-shirts qui ont été confectionnés par des jeunes décorateurs sont tous finis. Bien. Donc c'est la preuve que les Guinéens étaient un peu en prison. C'est une libération. J'ai l'impression que le 5 septembre, certes, il y a une petite fête ce jour-là, mais ça a été célébré véritablement le 2 octobre, parce que c'était vraiment la consécration, le couronnement de ce acte salué par beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Antoine. La drogue fait parler d'elle encore de nouveau, mon cher. Est-ce que ça vous étonne un petit peu, Ahmed? Pas du tout. Vous allez me dire. La drogue qui fait parler d'elle. C'est l'enquête de Moussa. On va savoir un peu plus tard, tout à l'heure. Comment est-ce que ça peut m'étonner si les barons de la drogue sont protégés par des gens au niveau de la présidence? Ça ne peut pas me surprendre. Parce que la drogue, c'est cela exactement. C'est quand l'État accepte que ça prend un certain plan. Ils sont les barons sont protégés par, comme je l'ai dit, ceux qui sont là-bas. Donc, il n'y a rien, absolument rien. Quand il y a l'expérience qu'on a de la drogue en Guinée, on se souvient, l'avion qui a été arraisonné du côté des Farana. Ça, c'est vraiment, ça a été un véritable spectacle. On ne cessera jamais de le rappeler. Et imaginez, ceux qui ont fait l'opération à l'époque se sont retrouvés en prison. Sous l'ère CNDD. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient arrêté des gens, des militaires à l'époque, qui se sont retrouvés reperchés au niveau du CNDD. Donc, au lieu d'être ovationnés, ils se sont plutôt retrouvés en prison. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui veulent lutter contre la drogue, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Donc moi je ne suis pas du tout étonné si la Guinée tend à redevenir une plaque tournante de la drogue. Le président Alpha Condé, je pense qu'avec le temps on comprendra beaucoup de choses. C'est vrai, comme on le dit, c'était un président qui n'écoutait pas, qui faisait, mais il avait l'impression, comme je l'ai toujours dit, de maîtriser la situation, une situation qu'il ne maîtrisait pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc je pense que ça l'a rattrapé sur plusieurs plans. Il pensait qu'il avait réussi à freiner le trafic de drogue en Guinée. Mais non, des proches à lui. Mais quand je dis des proches, c'est vraiment des proches à lui. Des plus proches. Qui, quand vous arrêtez quelqu'un, qui disent, ben non, laissez. Donc ça devient très compliqué. Il y a aujourd'hui des officiers qu'on avait dans ce pays qui ont voulu lutter contre ce trafic, qui ont réussi à épingler des gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec un coup de fil, ils sont obligés de libérer. Donc, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a du pain sur la planche. Parce que selon les informations qu'on a, ces mêmes personnes rôdent autour de lui. Et je ne serais pas surpris que les protecteurs également de ces mêmes personnes se retrouvent les grandes gueules et que la pratique ne continue de plus belle. Mais justement, l'avantage qu'on peut avoir, c'est de dire, c'est pas un vieux quand même, oui, il a moins de 45 ans, donc lucide, on va le dire. Oui, il est lucide. Maintenant, il lui faut un peu de courage. Parce que, vous savez, le dernier... C'est bien. Ahmed l'a rappelé plusieurs fois ici. Le dernier cas qui a été largement commenté dans la presse ici, on avait vu un semblant de sérieux. Parce que l'ordre était venu de Sékou Touréa de poursuivre tous ceux qui étaient impliqués dans la saisie de cette quantité importante de drogue du côté de Nongo. Le procureur Sidi Suleiman Ndiaye avait, avec sa fougue habituelle, montré sa détermination à poursuivre, n'est-ce pas, ces personnes qui étaient impliquées. Et il y a quand même eu des noms, des personnes suspectes qui sont directement de la police
plus de la gendarmerie. On a eu quelques noms, mais finalement, je crois que c'est des ménifrétiens comme d'habitude qui ont payé, qui se sont retrouvés en prison. Je crois qu'avant le coup d'État, on nous apprenait qu'il y a des jeunes qui étaient en prison et qui menaçaient de dénoncer leur chef qui était au dehors et qui donnait l'impression que finalement il n'était pas sans impéter un petit peu l'enquête de Moussa, il en sait beaucoup. Les hauts perchés en plus. Les hauts perchés. Les généraux. Je crois qu'à l'époque, il y a des responsables hauts perchés de la police, de la gendarmerie qui avaient été cités. Il est important pour le CNRD, pour son image. Je ne dis pas de les chasser, mais de s'en éloigner un peu pour que d'abord cette procédure judiciaire qui avait déjà été engagée puisse aller jusqu'au bout, que ces directeurs de police, que ces responsables, ces commandants de gendarmerie qui avaient été de près ou de loin cités dans cette affaire puissent être amenés à répondre de leurs actes. Comme ça, ce qui va nous être révélé ce matin peut bénéficier d'enquête. Sinon, si cette autre affaire n'est pas traitée comme on le souhaite, on va dénoncer encore ce matin. Mais les mêmes personnes qui sont impliquées vont toujours continuer à noyer le poisson. Justement, le semblant, justement, parce qu'Ahmed le rappelait, à savoir que du côté de Sékou Touré, par exemple, on était au courant de l'affaire, enfin, de ces pratiques, évidemment, mais de l'autre côté, il n'y a pas de sanction, mon cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que la drogue ne s'éloigne jamais des cours. Ça ne s'éloigne jamais des palais. La drogue y est toujours. C'est même devenu un levier du pouvoir aujourd'hui. Celui qui vous savez, autour des palais, il y a cette fameuse question de gestion du pouvoir et de l'influence. C'est Michel Crozier qui... La consommation, je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire. Mais à dire qu'il y a des dealers même au niveau des palais. Mais au niveau du palais, c'est moins la consommation que le deal. Ce que Tamba dit est tellement important. Que les grandes gueules. Dans l'histoire de la Guinée, vous comprendrez qu'à un certain moment, l'amphétamine a permis à la Guinée de soutenir son économie. Je n'en dis pas plus. Eh ben, c'est pas possible, Ahmed. Allez-y. Donc, vous voyez, c'est devenu aujourd'hui un enjeu de pouvoir. Déjà qu'il faut, pour avoir plus d'influence dans un contexte où les principales valeurs sont l'argent et l'argent, il faut avoir de l'argent pour pouvoir étendre son influence politiquement. Ça, c'est par exemple un des aspects. Maintenant aussi, je le dis souvent, on en parle rarement, mais quand on dit pouvoir, tout de suite on pense à de la décision, à la possibilité d'être à la table de décision, de pouvoir faire les choses aux gens. Mais vous savez, quand on dit pouvoir, partage de pouvoir, c'est d'abord toujours une question d'argent. D'ailleurs, l'expérience de notre pays nous a prouvé en fait qu'on n'avait pas besoin d'être ministre, ni même d'être Premier ministre, pour faire des choses au président de la République ou faire des choses à un ministre de la République. Il suffisait tout simplement d'avoir l'argent parce que c'était devenu l'idole devant laquelle tout le monde venait s'incliner. Ça nourrit donc toutes ces formes de dérives, y compris dans le cadre de la drogue. Et puis, les États fragiles deviennent un peu, au niveau de l'information, bien sûr, au niveau de la gestion de l'information, les États fragiles deviennent des proies faciles du trafic de la drogue au niveau mondial. Parce qu'en Europe, parce qu'en Occident, c'est très très surveillé. Quand vous déposez un certain montant, fut-il minime dans l'entendement collectif en Guinée, vous déposez un certain montant, on va tout de suite vous demander mais d'où est-ce qu'il vient. Il faut pouvoir le justifier. Ça c'est une chose. Vous avez des acquisitions particulières, on va chercher à savoir comment vous l'avez. Et puis aujourd'hui au niveau de l'économie mondiale, chaque mouvement de fonds d'un point A à un point B est normalement tout de suite tracé. S'il y a des paradis fiscaux pour l'argent volé, eh bien, tenez-vous bien, pour les pays comme les nôtres, c'est aussi des paradis fiscaux pour la drogue. Parce que c'est un peu, on peut le faire à couvert,
comme on dit, et parfois même à découvert, sans que cela ne gêne personne, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'enjeux derrière la Guinée, et comme la Guinée comme la Guinée-Bissau, il y a encore quelques années en arrière, ou si vous voulez, ces pays de la sous-région, il y a quelques mois encore, on parlait de la Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre était évoqué notamment dans une enquête qui a été rendue publique par un média panafricain. Encore une fois, je dis que il faudra, Lamine, tu as dit, c'est plutôt Jacques qui le dit, il faudra un peu de courage à Doumbouya. Je dis qu'il lui faudra mais beaucoup de courage pour affronter les démons de la drogue, parce qu'il y a des démons blancs. Les démons de la drogue, ils sont noirs, et totalement noirs. Il faut plus... Les grandes gueules. Moussa Hiro nous a rejoint. Bonjour, madame Hiro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Écoutez, déjà que l'argent n'a pas d'odeur, d'aucuns se disent qu'il faut en avoir, quelle que soit la provenance. Non, ça n'a pas d'odeur. L'odeur que tu sens là, c'est différent. Quand c'est beaucoup dans la maison, on sent. Mais tu ne sens pas d'où ça vient. C'est ça le problème en fait. Quel que soit, même si que ça soit volé dans les caisses de l'État, que ça soit le fruit de la cocaïne, il faut beaucoup en avoir. C'est ce que nous avons compris le plus souvent. Et il y a de ces noms qu'on vous cite, Lamine, notamment en parlant de la drogue, des parrains, vous n'en revenez pas. Parce que vous vous dites non, lui ne peut pas le faire justement parce qu'il est, il est à des sphères tellement élevé au niveau de l'État que vous pensez que ce n'est pas possible. Justement, je pense que le CNRD a du pain sur la planche, parce que vous vous rappelez ce qui s'est passé du temps du CNDD, du capitaine Dadis. On a vu notamment Tchegoro et les autres sur la sellette, à la tâche, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi réellement à faire, parce que par la fin, à la fin de tout le travail qui a été fait, c'est comme si on avait réussi à blanchir toutes ces personnes qui avaient été arrêtées, parce que ces gens, ils ont comme une sorte de baguette magique, ils réussissent à avoir tout le monde avec eux. Là, c'est l'argent. Justement, c'est cela, l'argent dont on parle. Et beaucoup de personnes ne résistent pas à l'argent, Lamine. Par exemple, quand nous prenons l'environnement actuel du CNRDD, vous voyez des personnes... CNRDD. CNRD. Je ne vais pas faire comme Lamine, qui a du mal. Du CNRD, quand vous voyez l'environnement, vous vous dites que il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et une certaine... il faut être dur avec les gens pour pouvoir réellement s'en éloigner. Sinon, on n'est pas loin de revenir à la case départ, c'est-à-dire ce qu'on a vécu en 2009, 2010, mais aussi ce qu'on a vécu avec la Guinée-Bissau, avec toutes ces plaques tournantes, parce qu'ils l'ont signalé, c'est un peu dans les pays sous-développés, mais aussi dans les pays en voie de développement tels que l'Amérique latine, où les choses ne sont pas suffisamment contrôlées comme de l'autre côté. Donc, il va falloir faire très attention. Nous avons des personnes ici qui, grâce à cet argent, réussissent à s'infiltrer dans les... Je veux dire dans les rouages, dans les sphères les plus élevées pour pouvoir faire ce qu'ils veulent de cet État. Ce qui fait que l'État, le chef de l'État par exemple, s'il est contrôlé par ces gens-là, en fait, il contrôle son entourage. Il pense que oui, il va sur le bon chemin, mais son entourage n'ira jamais avec lui. Ce qui fait qu'il y aura toujours des erreurs. Donc, il va falloir faire très attention à ces personnes qui sont habituées à ces pratiques-là. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, avec vous, Tamba Zakari Milimono, parce que l'heure est grave, mon cher ami. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, l'heure est grave, justement. Ce n'est pas une histoire que je raconte ce matin, parce que tout simplement, l'heure est grave. Ceux qui font la justice, ceux qui permettent à chacun de se sentir dans le territoire guinéen comme fils de Guinée, c'est ceux-là même qui se sont compromis et qui ont compromis l'institution judiciaire. Vous allez entendre un audio, un document audio inédit. Inédit, et vous allez comprendre pourquoi. Un procureur qui fabrique des preuves, qui mijote l'arrestation et la condamnation de citoyens honnêtes, d'activistes qui prennent la décision de se battre en toute âme et conscience pour que notre démocratie se porte mieux. Eh bien, procureur de la République, placé ainsi à un niveau stratégique de la construction de la nation, avec un pouvoir exceptionnel entre les mains, devient la chose à faire, devient l'instrument, la baguette dans les mains du professeur Alpha Condé. Ce sera, pour ainsi dire, le maillot le plus fort de la répression contre tous les activistes, contre tous les politiques, dans le cadre de la lutte qui a conduit justement à l'arrivée, à l'avènement
d'une nouvelle constitution en Guinée. Nous vous parlons ce matin de Sidi Souleymane Ndiaye. Vous allez l'entendre dans un bout, en train de construire des éléments de preuve, de mijoter des raisons, des motifs d'arrêter à la fois des acteurs politiques, mais aussi de la société civile. Et dans l'audio particulier que vous entendrez, ce sera Fonike Mangué. Comment a-t-il été arrêté? Pourquoi l'a-t-on arrêté? Qui était derrière lui? Comment est-ce que ce procès s'est tenu jusqu'à sa condamnation? En raison de ses actions, plusieurs sont morts en prison. En raison de sa condamnation, des familles ont été secouées parce que des pères de famille qui tenaient la bourse à l'intérieur de leur famille ont été emprisonnés sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. C'est pour nous une responsabilité, vaille que vaille, de rendre cet élément pour que le peuple de Guinée sache qu'il y a des juges, qu'il y a des gens qui ne méritent pas de porter l'uniforme de la justice en Guinée. On va l'écouter, Lamine. Ouais. C'est un peu le contexte de cet élément-là. Alors, voilà. J'aimerais, avant de commencer, présenter, je n'ai pas l'habitude de le faire, mes excuses au juge Charles Wright, parce que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je sais qu'il va se poser beaucoup de questions ce matin, comment on a pu avoir accès à cet audio, comment ça s'est passé, où étions-nous et tout cela, mais je ne saurais le dire ici. Mais plus tard, peut-être à deux, je pourrais lui expliquer comment nous l'avons fait. Parce que ça a été minutieusement préparé depuis que cette histoire de Fonike Mangué a commencé. Et j'aimerais aussi quand même, ça me rappelle toutes ces personnes qui sont décédées en prison, et en forêt, et à Conakry, parce que la forêt, on en parle moins, et du côté de la maison centrale de Conakry. Ça me rappelle toutes ces personnes qui ont été victimes d'injustice dans notre pays. Vous avez le cas de Roger Bamba, par exemple, qui a été arrêté, qui se plaignait de douleurs du côté de l'abdomen, qui officiellement, selon le ministère de la Justice, est mort de cirrhose de foie. Ce monsieur pourrait être admis à l'hôpital alors que sa famille, ses proches avaient demandé à plusieurs reprises qu'on le laisse être évacué. Ses proches ont payé près de 900 000 francs guinéens pour qu'il soit évacué, mais il était trop tard. Roger Bamba est mort pour rien. Pour rien. C'est-à-dire, ça ne repose absolument sur rien. Parce que tout simplement, nous avons des gens qui fabriquent des preuves pour condamner d'innocentes personnes. Vous avez deux autres personnes. Je parle de cet adulte, cet homme, M. Sow, exactement, qui est également mort en prison. Comment un procureur qui sait pertinemment qu'il poursuit, qu'il est le juge, c'est un magistrat debout, il sait très bien que sa délimitation par rapport au juge, donc le magistrat assis, est très très marquée par la loi. C'est différent. Vous avez deux rôles différents. Vous n'avez pas le droit d'influencer la décision d'un juge avant le procès. Vous défendez avec des preuves palpables. Mais vous l'entendrez dire que le dossier est vide. Fonike, c'est ma couille. Mais si le dehors, il va à vieux raconte Filimane, vieux Mondou, le papa. Donc, je vous décris tout cela, le professeur Alpha Condé, pour que ça serve de leçon. C'est peut-être pas le dernier grand déballage que nous ferons sur le système judiciaire, mais lui, il s'est particulièrement marqué dans cette histoire de troisième mandat, démarqué dans cette histoire. Je ferme la parenthèse. Le cas de véhicules appartenant, je pense, à Hadj Alimatou qui transportait les blessés de l'UFDG lors des manifestations, ce véhicule avait été pris. Ça s'était garé où? Au niveau du tribunal de Dixine. Allez-y poser des questions par rapport à ce véhicule. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense qu'il y a eu trop de victimes. Et ça suffit. Et c'est maintenant que nous pouvons le faire pour, les grandes gueules. Pour que lui, son cas puisse servir de leçon. Bien. Allez, on va ici de partir avec cet élément et derrière, on revient ici en studio. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Avec vous autour du dossier que nous verrons ensemble à l'audience. Je vais vous parler franchement. Moi, je suis quelqu'un direct. J'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les juges ici. Quand je reçois des instructions, je viens leur dire. Souffrez que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la présidence, je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler franchement.
On n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous, ce que j'ai dit à la présidente. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles a de la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour lui parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé. Elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. Entre-temps, je suis venu au parquet, vous êtes venu, je l'ai appelé. Je dis, Charles est venu, il dit, on va voir Charles. Vous avez parlé de requalification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a déféré, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. J'ai fait jouer mon expérience, je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Ouais. Je sais que vous n'en parlerez pas. Non, pas du tout. On est des magistrats, vous me connaissez. Il n'y avait rien dans ce dossier. Ça, j'ai déjà vu ça. 2 ou 3 feuilles. Ouais. Enquête préliminaire, rien. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations. Ouais. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio, comme il ne peut pas rapporter la preuve de ses propos, je le poursuis pour. Ouais. On appelle ça infraction de repli. Ouais. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, et qu'on a dit au parquet, il faut poursuivre coûte que coûte. J'ai appelé Fabou, j'ai crié sur Fabou. Je dis, il n'y a rien dans ce dossier. N'eût été mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, mais monsieur le président, classer ce dossier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous souhaite un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prendrez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous allez dire, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat. Une autre vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai compris. Et au moment où on instruisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Ouais, j'ai vu ça. Lui ne savait pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Non, oui, monsieur le procureur. Quand on m'a envoyé ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez? Je l'ai poursuivi pour menace. Vous avez vu? Donc ça m'a fait 2 procédures. Oui. Vous avez compris ce qui s'est passé? Vous êtes allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul reproche que j'ai fait à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. Je dis, chacun a sa pédagogie à l'audience. Je dis, sinon Charles a une bonne police d'audience. Et il a une bonne présence. Je dis, c'est important pour un président. Je dis, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse tomber. Et que je n'interviendrai jamais. Parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais de petites sorties sans autorisation du président. Je dis, mais président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas d'incident avec quiconque, en particulier avec lui. Je dis, parce qu'il me témoigne beaucoup d'attention. J'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. J'ai dit à la présidente, le même jour qu'on a siégé, que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non. Je dis, quiconque vous dit le contraire, c'est faux. Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos là pour Sema Kouina Kolom, mes présidents. C'est ce que je suis venu vous dire. La requalification de la présidente, Moumali Dossé. Moumali, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il a vu raconter Filimane élection. Non, nous t'en préférons non du vrai. A vu raconter Filimane. Hier, on était en visite à la maison centrale.
pour s'enquérir des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonke Mangue. Fonke Mangue moué fait l'audience. Fonke Mangue moué fait pour le ministre d'O, Doumbouya. Doumbouya, toi, voilà, quelles sont vos conditions de détention ici? Alors, monsieur le ministre, moi, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Ministre, mais c'est pas ce que je vous... Anna, moi, je vous dis... Non, moi, je vous dis, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Moi, ma place, c'est pas la prison. Il te le dit. Amour Doumbouya. Amour Doumbouya, tout. Acto gagné, badi. Sendera. Fonke Mangera. Fonke Mangue était dans ses petits souliers. Anna, s'il vous plaît, ici, c'est pas une tribune, c'est pas une permanence. Anna, gardez vos slogans là pour ça. Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. Tout à fait. Anna, on est venu pour ça. Et pour savoir si vos dossiers avancent. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, Fonke Mangue, nous sommes Samara, activisme. Kamini, aviora. Na activisme, c'est un peu kundonu c'est un peu sanoube. Donc, nous n'avons pas fallu. Moi, nous sommes. Non. C'est difficile à dire, mais il y a des dossiers qui font ouais, ben akine. Moi, attention, moi je vais demander 2 ans. Alors qu'il y a une longueur d'onde. Non, et puis pour préserver ton image, Nato n'a pas indépendance. Moi, je ne suis pas les gens dans leur propos. Voilà. Donc, même il est en prison depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera 8 mois. Lima, élection en octobre. Élection de Bara, président installé quelques jours après. À Lima, président, on a une qualification de Mbargue motivé Sotobi, Italia tout maintenant. Mbargue motivé Sotobi par rapport aux infractions. Bien? D'accord. Bon, d'abord, moi je vous remercie, monsieur le procureur. Que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là? Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille avec beaucoup de procureurs. Mais c'est une première que je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Ouais. Merci. Quand moi j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Et je me suis dit, on a la réserve. Et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, à travers la presse et autres, puisse nous taxer de partial dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, il y a un problème de scellé là, de manger là. Ils ont voulu qu'on écarte le débat. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu puisque c'est un élément vraiment qui pourra vraiment être apprécié dans le bien. Donc, bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à madame, il faudrait approcher le procureur parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la brèche. J'ai déjà vu. Je dis, mais je voudrais échanger avec lui. Parce que c'est vrai que madame vous l'appelle, vous venez me transmettre le parole du procureur, mais c'est nous qui montons à l'audience. Tout à fait. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. Si il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis tant mieux. Je dis, sinon, dans le cas échéant, il me serait très difficile de monsieur. Vous comprenez? S'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur. C'est Dieu qui est grand. De ce que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non, ça je comprends. Honnêtement, ça je vous comprends. Nous allons, Inch'Allah,
voir l'évolution des débats. Ouais. Et je suis rassuré de par votre compétence. Ouais. Merci. Vous développerez. S'il plaît, oui, ça je n'ai pas de doute. Ouais. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose de vous. Ouais. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, personne ne doute de vos qualités. Merci, président. Merci. Donc, j'ai compris. D'accord. Et que, Inch'Allah, on verra. Merci, Ici des débats, ce que ça va donner. Merci, président. Que Dieu te protège. Merci, monsieur le président. Merci. Portez-vous bien. Merci bien. Merci beaucoup. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne. Mon cher Jacques Lewa, on a écouté cet audio. On a écouté cet audio. Ouais. C'est vrai que nous tous, nous avions des soupçons, que les magistrats ne rendaient pas de bonnes décisions, que les preuves étaient fabriquées. Ouais. C'est vrai aussi que nous savions que tous les détenus politiques, même si le pouvoir ne voulait pas qu'on dise détenus politiques, étaient arrêtés pour des motifs non avérés, en tout cas des motifs qui n'étaient pas clarifiés. Et à chaque fois qu'on a dit qu'il y avait détention d'armes, qu'il y avait des manœuvres pour déstabiliser l'État, nous avions dit dans ce studio, sans même avoir des éléments comme celui que nous avons présenté ce matin, que c'était faux. Mais alors, ce que nous venons de mettre sur la place publique, je voudrais surtout expliquer cela à nos auditeurs et aux téléspectateurs, c'est la seule façon, c'est le seul moyen que nous avons pour prouver que ça a existé au temps d'Alpha Condé. Sinon, nous avons dit, les opposants ont dit, les organisations de la société civile ont dit, les observateurs, les défenseurs des droits humains ont dit que la justice n'était pas correcte. Mais nous n'avions aucun élément de preuve pour le démontrer. Alors là, cet élément prouve à suffisance que notre appareil judiciaire a fonctionné sur la base des négociations les grandes gueules par les présidentielles pendant ces 10 dernières années. Je voudrais dire, et ça c'est pour les personnes qui ont été libérées à l'occasion de l'avènement du CNRD, ça a été fait, c'est un bon geste. Mais je voudrais pour ceux qui avaient été condamnés, qu'on retourne en arrière, qu'on annule leur peine. Parce que libérer, ça ne veut pas dire que votre casier judiciaire est vierge. Je voudrais que le président du CNRD, les grandes gueules, à partir de cet élément sonore, puisse revoir toutes les condamnations prononcées par l'appareil judiciaire de notre pays. Je veux faire la part des choses, bien sûr. Ceux qui ont été arrêtés sur des faits politiques, parce qu'ils ont été arrêtés dans la manifestation, parce qu'ils ont été indexés, parce qu'ils voulaient organiser des manifestations, et qui ont été condamnés pour ces faits. Je voudrais que l'appareil judiciaire annule leurs peines. Bien. Parce que ce sont des peines injustes qui ne reposaient sur rien, sauf sur la base des négociations à partir du palais présidentiel. Bien, allez-y, mon cher Tanko. Je n'aurais pas grand-chose à dire par rapport à cela. C'est-à-dire, cette intervention, c'est-à-dire cet audio parle plus que tout ce que nous dirons ici dans ce studio. C'est juste que par rapport à l'audio, des gens vont se poser la question pourquoi c'est maintenant que nous nous diffusons cela. C'est parce que c'est maintenant que nous avons reçu cet audio. Et figurez-vous, si on avait reçu ça bien avant, même pendant le règne d'Alpha Condé, on l'aurait diffusé. Mais je vais conclure avec ceci. Ndiaye, Sidi Souleymane Ndiaye, il va avoir une mort douloureuse. J'ai appris que pratiquement il n'a pas de famille installée, c'est-à-dire qu'il vit seul avec un chien. Mais il faut savoir que à travers ces décisions, des personnes sont mortes. Les grandes gueules. À travers ces décisions, des familles ont été décimées. Il n'a jamais pensé à une seule seconde à ce que adviendrait, c'est-à-dire à ces différentes familles, des enfants. Il a créé des orphelins. Et moi, je conclus en disant qu'il aura une mort douloureuse. Bien. Merci beaucoup, allez-y, Madame Hiro. C'est difficile de réaliser que nos doutes se confirment à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Et on a vécu tellement de situations difficiles. Moi, je pense à ceux qui ont perdu la vie.
à la femme de Roger Bamba, par exemple, qui va écouter cette émission et qui se rendra compte que son mari est mort sur de fausses accusations, sur de fausses allégations, juste parce qu'on a fabriqué des preuves. Je pense que ce monsieur, on n'aura même pas besoin de le condamner ou de faire certaines choses, si ne serait-ce que... Oui, on souhaiterait que les grandes gueules. un procès contre... non, ce que je veux dire, pour toute personne qui a, ne serait-ce que humainement, une certaine conscience, qui écoute cela, qui parle de soi, je pense que ta conscience à toi seul devrait suffire si tu en as. à te ronger toute la vie. Parce que moi, je pense... J'ai écouté une dame dans mon quartier. À un moment donné, pendant les manifestations, son fils revenait de la lecture du Coran. Il avait son Coran dans un sachet. Il a été interpellé pendant les manifestations. Une pauvre dame, vendeuse de charbon, elle a été obligée de payer 1 million de francs guinéens pour sortir son fils de prison. Qu'est-ce qu'on lui a dit là-bas? On lui a dit que nous, on a des armes ici, on a des stupéfiants, on a des armes blanches, tout ce que vous voulez. On peut mettre n'importe quoi sur quelqu'un. Les vous avez grandes le choix gueules. entre payer 1 million de francs guinéens et laisser votre fils déférer à la maison centrale de Conakry. C'est pour vous dire que c'est vraiment dommage que des gens préfèrent une personne au peuple, des gens qui ont prêté serment juste pour rendre justice. Parce que pour quelqu'un qui a lu ce qu'est un juge, ce qu'est un homme de droit, c'est quand même dommage qu'on préfère mettre... Parce qu'on l'a dit ici, Fonike Mangue, on l'a arrêté pour attroupement illégal alors qu'il était seul avec quelqu'un sur une moto. On l'a toujours dit. Mais voici la preuve que ce monsieur, il n'avait pas d'éléments pour arrêter ces personnes, mais c'était juste parce que c'était des opposants qui mettaient un vieux, comme il l'a dit, Ahmed Dira contre Filimane, qui mettait un vieux mal à l'aise, qui mettait un homme mal à l'aise. On préfère que une seule personne ne soit pas soit à l'aise au détriment de tout un pays, de tout un peuple. On préfère que des gens meurent. Le vieux Ibrahim So dont vous parliez là, qui a été arrêté, le marchand ambulant de chaussures, qui a perdu la vie à la maison centrale. C'est un marchand ambulant de chaussures qui s'est interpellé pour ne pas qu'on saccage un endroit où les enfants lisaient le Coran. Les grandes gueules. On l'a interpellé, on l'a arrêté, on l'a amené à la maison centrale. Il a perdu la vie. Sa famille, son garçon était obligé de quitter la Guinée pour partir vivre, se réfugier en Sierra Leone parce qu'on le cherchait pour l'arrêter. Des gens comme ça sont responsables de cela. Je pense que si la justice doit être la boussole, Doumbouya a du pain sur la planche. Ouais, c'est bien dit, Moussa Yoruba. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, vous avez suivi lors de la rencontre entre magistrats et CNRD. Juste après, parmi tous les magistrats qui étaient présents au Palais du Peuple, le seul vers qui la presse s'est tournée, le seul vers qui pratiquement tous ceux qui étaient là comme journalistes ont accouru, c'est bien le procureur Sidi Souleymane. Ce n'était pas fortuit. C'est parce que justement, d'aucuns pensent, ou la plupart des journalistes pensent que durant l'ère Alpha Condé, surtout ces derniers temps, il a eu à jouer un rôle crucial dans la condamnation de beaucoup de Guinéens. Et donc, si ça a été le cas, c'est pour vous dire que la presse garde en mémoire des souvenirs assez importants de Sidi Souleymane. L'audio que j'ai entendu, le comportement de l'homme, les propos qu'il a tenus, mais surtout les remerciements et les, je dirais entre guillemets, sortes de bénédictions qu'il a eu à faire pour Charles White, démontrent la petitesse de l'homme. Je le dis clairement parce que quand vous le voyez à la télévision, lors du journal télévisé, brandir des éléments avec des propos parfois assez fermes et musclés contre des citoyens, sincèrement, je respectais l'homme pour sa façon de parler, parce que je me disais, voici un magistrat respectable qui sait de quoi il parle. Ses propos reposent sur des faits assez fondés, assez clairs. Mais lorsqu'on entend ses propos dans cet audio, où il dit clairement que le dossier est vide, que tout ce qui a été fait sur la base d'éléments montés de toutes pièces, je retire ce respect que j'avais pour Sidi Souleymane et dire ceci. Non mais je retire mon respect, attendez, s'il vous plaît. Je retire mon respect parce que ce n'est pas un montage qu'on a entendu. J'avais du respect pour lui parce que pour moi, l'éloquence qu'il avait. On s'en fout de ça. Attendez, ça faut t'en foutre. Moi je ne m'en fous pas. Bien, l'éloquence qu'il avait, la posture qu'il avait dans ses procès montrait un juge ou un procureur plus ou moins bien formé qui savait de quoi il parlait. Merci Antoine. Mais regarde ce que nous venons de voir. Merci J'estime que Sidi Souleymane ne mérite pas notre respect. C'est un procureur vendu.
Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Moussa. J'aimerais encore une fois présenter mes excuses à Charles Wright, mais en même temps attirer l'attention de l'opinion sur ce juge-là. En dépit de la ligne rouge que le procureur a franchie ce jour, en dépit de la drague qu'il a faite et que nous avons écoutée, le juge a été vraiment droit dans ses bottes. Il a rendu une décision qui n'est pas en défaveur ni de Sidi, ni de Fonike Mengue. Il a dit le droit, parce que c'est ça son travail. Il a dit le droit, c'est-à-dire que Fonike, à l'issue de ce procès, est sorti libre du tribunal de première instance de Dixine, contrairement à ces cabales, à ces montages que le procureur avait commencé à négocier avec le juge Charles Wright. Donc il a été inflexible, le juge Charles Wright. Je comprends aujourd'hui que lorsque l'opinion le cite en exemple dans notre système judiciaire, c'est pas fortuit. Je dis encore une fois, c'est pas le seul audio. J'ai d'autres choses. Bien. Mais encore une fois, cette justice doit se remettre en cause. Et ceux parmi les procureurs qui ont agi dans ce sens, ils savent, ils me suivent, ils savent de quoi je parle. Il faut regarder dans la caméra. Qui ont trempé dans des histoires sales, qui ont reçu des paquets. Même liés à cette histoire de cocaïne, on se connaît. Bien. Audio là, il y en a encore. Bien. Je dis à Charles, non, c'est sur caméra, je regarde. Je dis à Charles Wright, pardon. Je pourrais face à face lui expliquer comment ça s'est passé. Mais il le fallait pour que cette histoire soit sûre de tout le monde. Vous savez, Fonike Mengue a fait combien de temps en prison, Lamine? J'ai une vidéo que j'ai demandé à la régie de préparer. Écoutez Fonike Mengue avant son arrestation. Regardez-le. Après, nous revenons, s'il vous plaît. Je demande à la régie de nous balancer ça. Il n'y a pas de problème. On va essayer de partir à le chien. Là, on va dire il a hanté ce matin, Moussa Moïsi. Là. Allez, on y va à la régie. Si vous êtes prêts. Top, c'est parti. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. C'est le peuple qui est souverain. Autant ministre, Tina Biri, ministre Fie, à Baragnon, parce que 2020, pour ça, Alpha Condé, le nom c'est Ramboui. À un discours de nouvel an, on a 1er janvier, Narabé, Ramassé Nolore, Atamou, a présenté ma 2020. Marama c'est un procès Alpha Condé. Ne rébiri ma semfe toiki avant le 3e mandat là-bas. Ne mon abbé, amora fan ma, ne ne raï nantum fora. Ne finir égoïste nanna. Ne rébiri ma procès Alpha Condé. Après 2 mandats, avant le 3e mandat là-bas, ne mora ne mo finir mirera procès Alpha Condé la femme mirin rima. Ne finir adamari chétan nanna. La Guinée Yahweh. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et sur Espace TV, évidemment aussi. Merci de votre fidélité. Allez, on a écouté Fonike Mengue. Vous avez vu son visage, la mine? Oui. Vous avez vu sa mine? Il a une belle mine ici. Il n'était pas encore allé en prison. Oui. Si vous regardez Fonike aujourd'hui, vous comprendrez ce que cette cabale lui a fait subir. Le Jules Charles Wright, pour finir, juste dans cette parenthèse, en forêt, il a été tabassé là-bas. Oui, avant qu'il ne vienne à Conakry. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé aujourd'hui, puisque en menant cette investigation, nous sommes intéressés à lui. Il a été tabassé là-bas parce qu'il a rendu une décision de justice en disant le droit, et c'est en défaveur du préfet à l'époque. On l'a fait tabasser par un groupe de personnes. Merci beaucoup. Il a fallu sauver sa vie pour qu'il quitte là-bas. Et vous savez, quand il a rendu cette décision, et dans le dossier Nielou, il a fallu qu'on l'envoie du côté de Burka, où là-bas la loi elle était très simple. C'est-à-dire une décision en ta faveur, 4 parcelles collées. Bien. Il allait également mettre fin à ça. Donc un tel monsieur, de par son intégrité, de par ce qu'il a fait, parce que dans l'audio, il aurait pu négocier avec Sidi Souleymane Ndiaye. Il aurait pu le faire. Mais il a rendu une décision contre cela. Ce monsieur mérite d'être à la tête du ministère de la Justice. Bien. Merci beaucoup, mon cher Moïse. Allez-y, mon cher Ahmed. Je pense que la Guinée, il y a du potentiel. Il y a des personnes quand même qui refusent de tremper dans tout, que ce soit à la justice, à la police, à la gendarmerie, dans l'armée. Et ces personnes-là méritent d'être félicitées. Et c'est le cas du juge Charles Wright. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais quand c'est bon, nous, on dira que c'est bon. Et puis, moi, j'ai pas envie de changer de mine dans ce studio en écoutant cette interview. Et voilà, il y a d'autres même qui parlent en ralenti, tout ça là pour montrer que il y a longtemps on a dit. Non, mais il y a longtemps on a dit, comme quand on c'est pas une nouveauté, il y a longtemps qu'on a déjà
signaler ça, c'est juste une preuve pour le public. Mais nous, on savait. Et on l'a toujours dit. Mais quand on parlait ici, on nous disait non, vous êtes contre Alpha Condé, vous êtes contre le RPG, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça, ce sont des preuves palpables. Et comme Moussa l'a dit, des preuves comme ça, il en existe beaucoup. Et dans tous les secteurs, je vous dis bien, dans tous les secteurs de la République. Et nous n'allons pas lésiner sur la publication donc, de ces articles à chaque fois que l'occasion se présentera désormais dans ce studio. Merci beaucoup Ahmed Kabara. Allez-y, Tamba Proclore. C'est l'heure de la refondation de la nation guinéenne. Chacun doit jouer son rôle. Nous, les médias, nous avons pris notre responsabilité ce matin dans les grandes gueules pour faire ce travail-là. C'est un long processus qui a abouti à la diffusion de cet élément-là. Nous avons fait notre travail et je veux terminer en disant au CNRD, au ministère de la Justice qui va être là, à la machine judiciaire, faites le vôtre. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous les voyez à l'écran, Monsieur Cheikh Fantamadi Condé, ancien commissaire de la CENI, et Maître Bombi Mara, il est avocat. Vous les voyez à l'instant. Ils sont nos invités ce matin, mon cher Jacques Léo. Oui. Monsieur Cheikh Fantamadi Condé, bonjour. Bonjour. Maître Bombi Mara, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Cheikh Fantamadi, on va commencer avec vous, parce que quand Maître Fori Abbas est passé dans ce studio, il a évoqué l'épineuse question de la présidentielle de 2010. Il vous reprochait à vous, qui avez été son ancien collègue, à la première CENI que notre pays a connue, d'avoir manœuvré pour augmenter les voix de M. Alpha Condé dans la commune de Matoto, ce qui aurait pu changer au finish les résultats qui n'étaient pas ceux, à son entendement, qui étaient détenus par la CENI. Donc, vous avez souhaité prendre la parole ce matin pour recadrer les choses, en tout cas pour dire votre part de vérité. Nous vous accueillons pour cela. Vous avez la parole. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Comme on le sait, les changements de régime sont souvent mis à profit par les opportunistes et les médiocres pour régler des comptes personnels. Je voudrais, avant de répondre à cette question, d'abord mettre l'accent sur un point qui me paraît extrêmement important, celui de mon statut au sein de la CENI. Parce que semble-t-il, il a été mis en cause par votre invité. J'ai fait partie, vous l'avez dit tout à l'heure, de la première cuvée des commissaires désignés en 2007 pour siéger au sein de la Commission électorale nationale indépendante. J'y étais l'un des 2 représentants de l'administration. Le décret portant organisation et fonctionnement de la CENI à l'époque, au titre des incompatibilités, ne faisait point mention pour un commissaire de l'obligation de ne plus siéger au sein de l'institution en cas de promotion éventuelle. C'est ainsi que l'année suivante, j'ai été nommé chef de cabinet au ministère de la Défense, un poste qui n'était nullement incompatible avec la poursuite de mes activités au sein de la CENI, contrairement à ce que votre invité a dit sur vos antennes. Ouais. L'année d'après, en 2009, j'ai fait mon entrée au gouvernement. J'étais dès lors en position d'incompatibilité et j'ai cessé de siéger au sein de l'institution. Au lendemain des accords de Ouagadougou, les fonctions de ministre ont pris fin. L'incompatibilité se situe par rapport à la fonction et non par rapport à l'individu. C'est le maire, c'est le ministre, à titre d'exemple, ne pouvait siéger au sein de la CENI et non pas tel ou tel individu. Or, à la faveur d'un concours de circonstances, qu'a-t-on noté? Après ma nomination au gouvernement et pendant tout le temps que j'y étais, ce ne fait pas trop long, il faut que je vous le dise en passant, je n'ai pas été remplacé. À la CENI. Je n'ai pas été remplacé. Ouais. Aussi, après mon départ de
départemental, le président de la CENI m'a-t-il fait appel. Il m'a téléphoné, il m'appelait Thomas signifie Omo, je m'appelle Sekou. Les grandes gueules. J'étais communément sous le nom de Cheikh, mais mon nom de baptême c'est Sekou. Et nous nous appelions Thomas. Il m'a appelé Thomas, reviens donc parmi nous pour qu'on poursuive la tâche que nous avions entamée. D'autant plus que tu n'as pas été remplacé. Alors, vous nous dites bien, en tant que chef de cabinet du ministère de la Défense, vous avez continué à être commissaire à la CENI, vous devenez ministre, je crois, de la Culture, dans le ministre de l'Information et de la Culture, vous suspendez vos activités au sein de la CENI, vous quittez cette fonction à la faveur du coup d'État, vous revenez encore à la CENI, mais... Je suis revenu à la CENI parce que mon retour était nullement en contradiction avec les textes qui régissaient le fonctionnement de l'institution. Donc on vous a gardé votre place. On l'a gardé. Ouais. Est-ce normal? On l'a gardé, je ne dis pas que c'est normal. Je ne dirais pas non plus que ce n'est pas normal. Il ne m'appartenait pas à moi de désigner mon successeur à la CENI. C'est là où est évident. Donc la place n'ayant pas été attribuée à un autre, les grandes gueules. Le président de la CENI m'a demandé de revenir. De la reprendre. Oui, mais c'est ce que je comprends pas. Je vais vous dire, voilà. écoutez. On va parler de la logique, pas de ce que vous avez fait ou pas. Est-ce que c'est normal que vous soyez parti en tant que chef de cabinet, ministre, ce poste-là qui était censé être occupé par un autre Guinéen pour le bon fonctionnement de la CENI reste vacant? Vous revenez, c'était comme si c'était pour vous. Madame, je répète que le poste de chef de cabinet n'était pas incompatible avec l'appartenance à la CENI. Soyons d'accord sur ce point. C'est celui de ministre qui m'était. Les grandes gueules. Et quand je suis devenu ministre, j'ai cessé d'exercer mes fonctions. Le fondement de quoi? Un chef de cabinet, ce n'est pas non plus rien à l'intérieur d'un département. Sur le fondement de quoi? Exactement. Écoutez, politique ou technique, ça fait partie d'une entité. Tout fonctionne sur la base de la loi. Oui. Si la loi ne stipule pas que tel ou tel poste et tel poste sont incompatibles avec l'exercice de telle ou telle activité, ne rendons pas là-dessus, c'est trop clair. À ton droit, le poste de chef de cabinet, la question, la voici. Écoutez, je vais vous dire très clairement que je n'étais pas le seul membre de la CENI à me retrouver dans cette posture. C'est qu'il y avait une pagaille alors? Pas de pagaille, c'était la loi, madame. La loi est évolutive. Vous dites que la loi n'est pas figée. Vous dites que la loi était silencieuse là-dessus. Tout ce que la loi n'est pas silencieuse. Monsieur Condé, laissez-lui poser la question, s'il vous plaît. Oui, d'accord, qu'il y aille. La question que nous posons, c'est celle du cumul de fonctions, premièrement. Mais en plus du cumul de fonctions, c'est celle des frictions qui peuvent naître de l'appartenance d'une structure, par exemple celle du gouvernement, et celle d'une institution électorale indépendante. J'insiste là-dessus. Sur fondement de quoi dites-vous, justement, qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, puisque vous êtes formel là-dessus? Il n'y avait pas d'incompatibilité, d'autant plus que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI prévoyait la présence en son sein de deux représentants de l'administration. Bien. Ces deux représentants de l'administration sont des fonctionnaires. Donc il n'y a pas d'incompatibilité. Dans la carrière évolutive, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je vais d'ailleurs ici, parce que le problème a été posé plus tard. Il a été posé plus tard et soumis à l'examen de la Cour suprême, qui, dans son arrêt, à la suite du second tour de l'élection présidentielle de 2010, a dit ce qui suit. Je vais le lire à votre intention. Allez-y. Considérant que, s'agissant du cas de M. Cheikh Fantamadi Condé, il convient de noter qu'étant membre de la CENI, il avait été appelé à d'autres fonctions, dont l'exercice l'a tenu éloigné de l'institution pendant une période. Mais qu'étant devenu libre, après la cessation de ses fonctions, et n'ayant pas été remplacé au niveau de la CENI, conformément au règlement intérieur, il y a tout simplement repris sa place. Ceci, c'est l'arrêt de la plus haute juridiction du pays. Quand vous repreniez fonction à la CENI, vous n'étiez plus en fonction d'administration. Plus ministre. Je comprends. Alors, le problème, Antoine, c'est de partir. On sait qu'il n'y avait pas de cumul. Antoine, le problème, c'est de partir
et de conserver un espace vide, comme si cela... Non, c'est pas que lui on évoque, c'est pas de lui qu'on parle. Il y a eu... Mais comment vous le comprenez? Il y a eu Diaby à l'INIDH, on l'avait dénoncé à l'époque, mais le débat ce matin, Monsieur Cheikh, je le considère comme une pierre dans mon jardin. Ouais, Monsieur Cheikh, Monsieur Cheikh, je constate que... Monsieur Cheikh, écoutez la question, Monsieur Cheikh. Disposition légale. Oui. Écoutez la question, Monsieur Cheikh. Monsieur Cheikh. Les grandes gueules. Ce qui vaut aujourd'hui n'est pas forcément. Monsieur Cheikh. Monsieur, suivez-moi, Monsieur Cheikh. Monsieur Condé. Monsieur de cela, donc je crois qu'on peut évoluer. On peut évoluer. Le débat ce matin, c'est autour de cette sortie récente de Maître Fodé Abbas. Et apparemment, Maître Fodé Abbas a le don d'avoir suscité la colère de beaucoup de personnes, et en Guinée et à l'étranger. Tout simplement. Attendez que je finisse. Maître Abbas a dit, écoutez la question. Écoutez la question, Monsieur Cheikh. Vous semblez énervé. Non, pas du tout. Donc je vous parle. Vous allez réagir. C'est une grande gueule. Hein. Dites-nous clairement. Qu'est-ce qui vous a fâché? On nous a. Je ne vous le fais pas dire. Selon les propos de Abbas, vous auriez modifié les résultats de Matoto en votre temps. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Est-ce vrai ou pas? Maintenant, à ce propos, si cette parenthèse que j'ai ouverte, elle est fermée. Peut être fermée. Parlons-en de ce qu'ils considèrent comme des manœuvres auxquelles je me suis livré à Matoto. Manœuvre, c'est un trop grand mot, à condition qu'il corresponde à une réalité. Est-ce que, à la faveur de votre entretien, il vous a de façon claire, précise et nette indiqué les actes auxquels je me suis livré pour modifier les résultats de la commune de Matoto? À cet égard, il est peut-être nécessaire que je fasse un petit bond en arrière, rappel. J'étais le co-coordinateur de la CENI au niveau de la commune de Ratobo. Parce que quand j'ai retourné au sein de l'institution, tous les postes de responsabilité avaient été déjà attribués, y compris ceux de coordinateur de l'institution au niveau des différentes circonscriptions électorales. Par la force des choses, le coordinateur de la CENI à Matoto était hors du pays et s'était rendu à l'étranger dans le cadre d'une visite médicale. Il m'a été donc demandé de le supplier quelques semaines avant le scrutin. Et le travail qui nous incombait à nous tous coordinateurs était de sillonner les circonscriptions électorales placées sous notre autorité afin de nous assurer que les conditions favorisant l'organisation du scrutin étaient réunies. Y avait-on envoyé de matériel électoral? Avait-on identifié l'emplacement des bureaux de vote, etc. Ce travail, je l'ai fait seul. Mais avant le jour du scrutin, le coordinateur était de retour au pays. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.